Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas MMFD ou citoyens et citoyennes dans un État, c'est un parti qui a été créé en 2016 et qui œuvre pour établir un État laïque, démocratique, juste et efficace. Du fait de la situation démographique et de l'immigration massive que nous connaissons au Liban, nous sommes aujourd'hui présents dans plusieurs pays en Europe, avec un effectif qui augmente de façon considérable. Donc nous avons aujourd'hui avec nous des représentants de MMFD venant de pays européens différents. Avant de commencer la séance de ce soir, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à scanner le QR code que vous voyez sur la slide derrière moi, où vous aurez plus d'informations sur notre organisation, nos activités et surtout le lien vers le guide des supporters pour ceux que ça intéresse aussi. Et donc, pour la séance d'aujourd'hui, le programme va se dérouler comme suit. Nous allons commencer par une première table ronde sur l'activité du parti en Europe. Nous aurons ensuite une seconde table ronde sur la présentation de l'association Les Amis de MMFD Europe. Et on enchaînera ensuite sur le mot du secrétaire général de MMFD, Cherbel Nahas, qui sera suivi par une séance de questions-réponses d'environ 1 heure. Et ensuite, nous vous proposerons un cocktail dînatoire où nous aurons l'occasion de discuter de manière un peu plus informelle. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer par la première table ronde sur la présentation de l'activité du parti en Europe, qui sera animée par Rindal Al-Rassi et où on aura donc les 3 représentants des pays où nous sommes actuellement présents. Donc nous avons Mohamed Nahas pour l'Europe centrale, Rami Abouaïd pour la France et Rita Aoun pour le Royaume-Uni. Merci Myriam. Hello everyone. Since not all participants in this roundtable are French speakers, we will be doing it in English. Rami, I will start with you. We know that Citizens in a State was established in 2016 in anticipation for this crisis. And we aim to change the system from a sectarian regime into a civil state. Can you please talk about how our activities in Europe have contributed into these efforts? Okay, Rindala, thank you. Est-ce que c'est comme ça, c'est bien? Yes, perfect. Okay, so Rindala, before I answer the question about what we actually do, in particular in Europe, but also all over the continents on which we are present, I will just talk just a little bit about the nature of our political activities within the country, whether we are in Lebanon or abroad. So there are 2 major dimensions that I would like to talk about initially. So the first one is spectrum, on which we have activities that are quite theoretical and where we need to have intellectual production. In this section here, what we majorly do is actually evaluate the political situation in which we are. We set up goals how we would like things to evolve in the future, and we set up also strategies to do that. So that's one aspect of this intellectual production. The other aspect is public policies, where we might work on public finance, transportation, education, and so on, everything that touches common life. And then on the other spectrum of that same dimension, we would have more practical actions, such as activity over social media and setting up popular meetings, or go all throughout the regions and talk about politics with citizens and so on. And between those 2, there's an immense work, huge work that we do also to take whatever analysis we do and transform it into a real action plan that will be then executed by the members or also the supporters that help us with that.
So that's one first dimension. I will now go to the second dimension, which is actually whether it's a dimension that precises whether the actions are going inwards into the country or outwards. And so inwards is everything that has got to do with the work that we do inside of Lebanon, and outwards is everything we do abroad. And in which case, here also there are several dimensions where we could be targeting the diaspora, members of the diaspora, or targeting other foreign instances, such as journalists or political parties or administration. So this is what we do in general. Us, the members of the party abroad, so we participate on all of these activities. We are directly under the command of the Central Bureau of the party in Beirut. And also because of our geographical position, we tend to have more work outside, but also inside the country. So we do both. And so the main idea, and I will finish here, sorry, I spoke a lot. I will finish here just to say that our main objective is to have a discussion where we will expose and explain our vision of how things are done, how things are going in Lebanon, how they could be changed. So this is our vision, and to do so, we establish relationship with opinion makers, such as academics and journalists, but also decision makers, politicians, parties, and things of the sort. Thank you, Rami. My performance was wonderful. Thank you for clapping. Rita, I will move on to you, and to build on what Rami talked about in terms of the external component of things and building a narrative. Can you talk about how our efforts in the UK specifically have contributed into this process? Right. Whenever we want to talk about, our work abroad, we have two categories. We have our work that influences the countries themselves, and we have our work that influence Lebanese expats in those countries. If we want to talk about, how do we influence these countries, we know these countries that so many of us have moved to. They've been playing a very active role in encouraging and maintaining the sectarian confessional system that is unable to build a state in Lebanon. That's, whether on purpose or not is not the question, but what our role is, what we believe our role is to sort of show them that there is an alternative. There are a group of people who are active, who know what they're doing, and who are gathered around a political party. And I'm talking obviously about Muwatinun wa Muwatinat fi Dawla. The way we influence that is, by showing, Lebanon is not just another conflicted country in the region, but rather, we publish academic papers. We, participate in academic panels. We participate in news shows and stuff like that. We're not in mainstream media yet, but this is something that we're definitely working towards so that we can sort of influence the narrative and decision-making, like Rami was saying. Second, if we want to talk about, what is our work towards Lebanese people abroad? Well, we as expats, we are an extension of Lebanese society, if not a part of it. These are our families, back home, our friends, our neighbors, who have to live with the devastating consequences of all these crises. And their savings are gone. Our savings are gone, and the massive wealth that has dissipated. And as a party, we believe that the only thing that can lead to change is political work. And so we organize events. So specifically in the UK, we try to do at least 2 events fortnightly. And we started by just trying to reach as many people as we could, just gather contacts, and then we moved on to taking these contacts and organizing them and the events in a way so that people can increase their engagement. We want to maximize how much that engagement increases. And so at the end of the day, what we want people like diaspora to understand
is that, first of all, corruption is not the reason for any of the crises, but rather both, the crises and the corruption are direct consequences of a system that refuses to build a state and would rather have, a bunch of cartels that they can manage. And really what we want from the diaspora, again, is, not to be hopeful or feel despair, but rather to be active, to, be informed, be, participants and influence the future of the country instead of just waiting for it to happen. Thank you, Rita. Muhammad, I will move on to you, and maybe you can also build on what Rita talked about the importance of changing the narrative and spreading information among people. But can you talk about how can this actually affect the decision-making process? Sure. Thanks, Renda, and greetings to the attendees. As Rita and Rami have mentioned that there's the challenge that European politicians have speculative views towards Middle East in general and Lebanon in particular. So that's a major challenge in order to change these views to views that reflects reality rather than speculations. So we are meeting with European parties, trying to introduce our political vision and project, and also to build a network. So that's the first dimension. Second dimension is that getting involved in local politics is a very important action. As our political project channels the idea and the concept that politics is not an abstract realm, rather it's an involved or directly related to the society, its well-being, the various interests in the society, and the rights and duties. So that's a very important thing. So one of these importance is that it enhances the network of the party citizens in the state and within Europe with other European parties. But it also helps the individual get involved within the society, local society where he or she resides. And this helps influence and understand the policies that affect the individual and the collective as well. So this is in a summary what we're trying to do within local politics. Thank you, Muhammad. To end this roundabout, I will go back to Rami. Maybe you can talk to us about how people who are interested in supporting this vision and these objectives, how they can contribute. Okay, so if you do believe that change is necessary and that the change is the solution for change to solve this problem is a civil state, then in this case there are multiple ways you can contribute. So the first way is to become a supporter. Later on a slide there will be a QR code where you will be scanning, just as Miriam said, where you can register as a supporter. In this case you could commit to political work with the party. The level of commitment is not very high, and you can also be a volunteer where you can contribute to the different activities that I have described before. The second level of commitment is actually becoming a member, and in which case the commitment would be certainly higher, and you would also have to contribute to the budget of the party function of your yearly income. And then the third way, if you do not have time to give to the party, but that you have the material capacity to contribute, then you can donate your money to us to help us establish our goals. And yeah, these are the three ways. Perfect. Oh, sorry, I forgot one thing. There will be also another QR code that you can scan and where you can contribute and donate. Great. Merci beaucoup pour ces paroles et pour ce travail. Donc nous allons maintenant continuer sur la deuxième table ronde pour vous introduire l'association Les Amis de Mouatinoun Europe. Donc cette table ronde sera animée par Baïda Hanna avec Antonio Daif et Bassem Snej.
Donc, bonsoir tout le monde. Dans cette deuxième table ronde, on va parler de l'association Les Amis de MMFD en Europe, avec Antonio Def, le secrétaire de l'association, et Bassem Snej, le trésorier. Donc, on commence directement avec la question. Pourquoi vous avez fondé cette association ? Bon, d'abord, il faut simplement signaler que le président de l'association ne peut pas être avec nous ce soir, Fares Mansour, on le salue. Pour des raisons personnelles, il a dû s'absenter. Bon, la raison pour laquelle on a fondé cette association était, au début, en tout cas, logistique. Grâce ou à cause, ça dépend de comment on voit les choses, de l'effondrement du système bancaire, les contributions au parti de la part des membres du parti qui étaient à l'étranger ne pouvaient plus se faire d'une manière normale par l'envoi de virements au compte du parti au Liban. Donc nous étions déjà au cœur de la crise. C'est cette raison principale qui, au début, nous a motivés pour créer un outil qui permet à ces contributions d'être versées dans le compte d'une association liée au parti. Mais au fur et à mesure que l'on travaillait sur la constitution de cette association, on a évolué dans notre pensée et en fait le but est plus large. C'est un but de coordination de ces membres du parti qui se trouvent à l'étranger dans plusieurs pays. C'est une association où ils peuvent s'y retrouver pour trouver des documents, pour recevoir des documents, mais c'est aussi une façon pour eux de se coordonner entre eux. C'est aussi une façon d'identifier les projets pour lesquels l'association peut aider à financer les initiatives. Souvent, quand on parle politique et financement, on pense élection. Bon, évidemment, c'est un sujet comme d'autres, mais aujourd'hui, le parti mène des actions politiques sur plusieurs sujets. Le parti grandit, il a besoin d'infrastructures, il a besoin de moyens techniques, de transport dans le pays pour mener son action, mais aussi de moyens pour mener des actions politiques aujourd'hui même sur des sujets comme les syndicats, les associations professionnelles, la lutte contre l'inflation de l'épargne des citoyens, enfin tous les sujets qui sont sur la table et qui ont besoin de développer des alternatives et sans doute des solutions différentes que celles qu'on nous propose ou qu'on nous impose. On va dire qu'on nous impose plutôt qu'on nous propose, parce que personne ne vote sur ces propositions pour l'instant. Donc plusieurs sujets requièrent une action politique concrète qui requiert donc des moyens de plus en plus importants pour un parti qui grandit d'une manière de plus en plus accélérée. Et nous en sommes bien sûr contents, mais il faut savoir anticiper les besoins de cette action. Et c'est ainsi que les fonctions et les objectifs de l'association ont commencé par un problème concret nécessaire et maintenant se développent sur des sujets prévisionnels qui font face à notre action quotidienne. Je sais pas, Antonio, si tu veux ajouter des trucs sur les objectifs, ou bien tu nous parles un peu des activités également de l'association. Donc, bonsoir. Concernant en résumé par rapport sur les objectifs, on a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est le financement et assurer l'acheminement des bons fonds vers le parti. Le deuxième point, c'est de relayer les messages du parti au sein de l'Europe, selon différents pays par rapport à l'organisation et le maillage qu'on a aujourd'hui. Et le troisième point, c'est de récupérer ce qu'on peut trouver en Europe comme idée, comme vision, comme étude, et pouvoir alimenter le parti pour qu'il puisse les appliquer et les adapter par rapport au Liban. Voilà pour les objectifs. Et donc du coup, pour chacun de ces objectifs-là, nous avons mécaniquement un ensemble d'activités.
qui lui sont relayés. Par exemple, pour le financement, on va travailler sur des événements, sur des crowdfunding, sur des approches ciblées pour qu'on puisse lever les fonds. Pour relayer les messages du parti en Europe, donc on va organiser des événements comme celui-là, mais dans tous les pays européens. Et on va travailler sur du contenu audiovisuel, on va financer et travailler, des campagnes de marketing, voilà, toutes les actions qu'on peut financer et relayer pour diffuser le message et cibler non seulement les Libanais qui sont résidents en Europe, mais aussi tous ceux qui sont sensibles à la cause du Moyen-Orient et en particulier pour venir instaurer un état de droit civil dans la région, en commençant par le Liban par exemple. Et le troisième aspect pour tout ce qui est collecte des idées et alimenter le parti par ça. Donc on va travailler par exemple sur des sujets de traduction de contenu et de mise en contact. Voilà. Donc, dans ce cas, quelle est la différence entre le parti MMFD et l'association des Amis de MMFD en Europe? Bon, adhérer à un parti politique, je pense que vous avez une idée, c'est assez engageant. On adhère à un programme, on est actif, on s'y donne à fond. À une association, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus flexible. On peut donner de l'argent un peu, on peut être inscrit, on peut s'activer un peu, voire on peut ne pas adhérer à une association, on peut juste faire des dons. Et c'est fini, je veux dire, on peut dormir tranquille et tout va bien, quoi. Le parti, c'est beaucoup plus engageant et on est sur le front, on se bat, quoi. Oui, enfin, en résumé, faire partie d'un parti politique, c'est adhérer complètement à un plan et se discipliner à ce plan. Et c'est en fait faire fi de certaines réservations que certains peuvent avoir par rapport à ce plan. On est dans un acte de discipline. Et donc on y adhère, on discute, mais une fois qu'on le décide, on l'applique. Une action politique de notre type au Liban est novatrice. Elle est à contre-courant. Elle est, pour certains, improbable. Il est donc difficile d'imaginer que tout le monde puisse adhérer aussi complètement que les membres du parti aujourd'hui à un engagement aussi fort. C'est un grand pari que nous faisons. Et plus le pari est grand, plus l'engagement est grand. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a raison, mais qui hésitent. Eh bien, ils peuvent être nos amis. Ils peuvent nous observer de loin et on espère de plus en plus près, et puis un jour, adhérer. Voilà un peu la différence, et c'est pour ça qu'on a créé une plateforme comme celle dans laquelle nous travaillons, pour permettre aux différentes attitudes et aux différents types de motivation et à leurs différents stades de s'y exprimer. Bien sûr, notre but, c'est de convaincre le plus de monde possible de venir nous aider d'une manière adhérente, parce qu'il y a énormément de travail. Et les adhérents ici, les militants, on peut l'appeler les militants qui s'engagent toute la journée, font un travail fantastique, très prenant, et qui prolonge leur journée normale d'une normalité de 8 à 10 heures à une vingtaine d'heures par jour pour certains. Donc nous les remercions tous. Donc, concernant l'association, est-ce qu'on peut contribuer financièrement sans être un membre de l'association? En fait, le process est très simple. Il y a un site, c'est mmfd.com. Ce site, c'est le site de l'association. Vous pouvez adhérer à l'association via ce site-là. Et sinon, vous pouvez tout simplement faire une donation. Enfin, donner, ça dépend des événements qu'on a. Aujourd'hui, on a une campagne, une levée de fonds pour anticiper éventuellement des élections parlementaires. Voilà. Donc c'est tout simple. Il faut juste aller sur le site web et vous avez tout ce qu'il faut. Il y a 2-3 pages à voir, et pas plus que ça, quoi. Voilà, donc merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien à visiter le site ou bien à parler tout à l'heure avec Antonio et Bassem. Voilà. Merci.
Merci beaucoup pour ces explications. Si quelques personnes veulent s'asseoir, il y a encore des places libres à l'avant, donc pour les personnes qui sont debout derrière. Et sinon, donc, je vais passer la parole au secrétaire général du parti, Shelby El-Nahas. Merci. Bon, je suis devant vous ce soir en train de vivre ou d'essayer de vivre un exercice passionnant. D'abord parce que je suis devant une assistance diverse. Il y a d'abord des amis, essentiellement des vrais amis. Peut-être quelques faux, on ne sait jamais. Il y a des Libanais, des Français, beaucoup de Franco-Libanais. Franco-Libanais avec plus ou moins de bonne ou de mauvaise conscience du fait de leur double statut. Il y a des gens qui sont là par profession. Bon, il y a des camarades, il y a des compagnons de route. Donc il y a une diversité de statuts et par suite une diversité d'attitudes, voire des perspectives disparates et des attentes différentes. Des attentes de récits, des attentes de rituels. Je vais essayer de donner un sens à cette rencontre, quitte à peut-être décevoir certaines attentes. Je ne traiterai ni de la francophonie, ni des liens historiques entre le Liban et la France, ni des chrétiens d'Orient, ni du Hezbollah, ni du FMI, ni des entreprises, ni des réformes, ni de l'humanitaire, ni de l'anticorruption, ni des élections, ni de la société civile, ni de la révolution, etc. Au risque encore de déplaire ou de décevoir, je voudrais tenter, c'est pas facile, de débarrasser cette séance du maximum de récits rituels qui n'ont de rôle qu'incantatoire, parce que leur détachement de la réalité n'est pas difficile à observer, et de refuser, notamment, les attitudes, postures, statuts, comme vous voulez, qui relèvent de la dénonciation. Que la dénonciation soit le fait de moralistes ou de technicistes. Évidemment, elle satisfait beaucoup l'énonciateur, mais elle révèle en fait une dualité insidieuse qui brouille l'action politique et que la langue arabe, comme c'est souvent le cas, exprime avec une éloquence franche, en appelant politique siyasa. Siyasa voulant dire, avec un cynisme parfait, le dressage et la conduite des animaux. C'est-à-dire la manipulation. Alors bon, les langues européennes ne sont pas en reste. Bon, elles ont tardivement rejoint la langue arabe. Une fois la doxa libérale bien établie et devenue dominante, en adoptant de plus en plus souvent le terme de management en lieu et place de la politique. Parce que management, ça veut dire ça aussi. Bon, alors, je suis devant vous, je n'échappe pas à la règle, donc je suis là à un titre, un statut particulier, qui est que, vous l'avez signé, je suis secrétaire général du parti Muwatinun Muwatinat fi Dawla. Par conséquent, je suis tenu à me présenter comme un acteur politique sur une scène particulière, la scène libanaise, ou plus précisément, la crise libanaise. Je me dois encore de dissiper une illusion apaisante mais dangereuse, probablement héritée de l'époque heureuse où nous étions dans les classes d'arithmétique, où face à une situation politique, on s'imagine se trouver face à un problème qui aurait une solution. Cette attitude réconfortante présuppose, comme dans les classes d'arithmétique, qu'il y a une unicité de la question, celle posée par le prof, et une unicité de la réponse qui permet d'avoir la bonne note. Dans la réalité, les diagnostics sont multiples, comme les récits. Ceux qu'on exprime ou ceux qu'on supprime parce que ça ne fait pas bien devant l'audience.
comme les attitudes, comme les statuts. Laissons donc le terme galvaudé et imbécile de réforme nécessaire au programme du gouvernement Mikati. C'est une fois que ces réponses et ces postures faciles sont mises de côté qu'on peut comprendre, on peut l'admettre ou pas, que nous ayons constitué un parti, mais un vrai parti, hein. Un parti où il y a une discipline, une discussion, il y a des congrès, évidemment, où on déclare sa fortune et son revenu, mais un parti qui n'a pas honte du tout d'afficher que son objectif, c'est la prise de pouvoir et le changement de régime. C'est ni d'apporter des conseils, ni de faire des critiques, ni de poser des réclamations. Parce que la politique, une fois que le parti constitué, fait qu'il y a une définition d'un objet à l'action face à une situation particulière, donnée. Il n'y a pas de solution miracle, hein, pas les religions ont beaucoup essayé de trouver des solutions qui aillent partout et tout le temps. Bon, le succès est limité. Et face à une crise, encore une fois, sans vous faire beaucoup d'étymologie, une crise, ça veut dire des choix imposés, hein, c'est comme critique, crible, etc. Ça impose des choix. Donc un parti, ça veut dire l'organisation d'acteurs et la constitution d'un sujet politique. Parce que la politique, dès qu'elle n'est plus dans les faits, la simple performance de rôles définis, dans l'exercice de fonctions reconnues par la société, c'est-à-dire de rôles assignés par le système effectif du pouvoir, et non pas par ces élaborations discursives style, pas moi, constitution, réforme judiciaire, machin, etc. Ben, dès lors, la politique est une affaire de choix incertains, avec des effets qui s'étirent sur des horizons et qui se déclinent sur des rythmes temporaires qui peuvent être fortement décalés. C'est là où le sens réel de crise et de politique se réalise. En quoi le cas libanais peut-il être intéressant? Une fois écartés les poncifs que vous connaissez bien. La réponse que nous apportons est la suivante. Nous estimons qu'il y a là l'illustration extrême de deux thèmes qui, j'espère, provoqueront l'assistance, ou du moins l'intérêt de l'assistance, par-delà les diversités des perspectives, et peut-être du fait même de la diversité des perspectives. Les deux points sont les suivants. D'une part, la financiarisation. Pas besoin de... Je pense que vous le savez. Entre 1990 et 2019, le Liban a reçu en net des transferts de capitaux de l'ordre de 240 à 250 milliards de dollars. C'est en gros 7-8 années de PIB durant la période. Et c'est en termes de pouvoir d'achat réel, l'équivalent, voire un peu plus, que l'ensemble du programme Marshall à travers lequel les États-Unis sont intervenus pour reconstruire l'Europe occidentale. Vous imaginez que ça a laissé des traces, ça. La financiarisation, donc, comme prédation légitimée, avec ce qu'elle implique comme production nécessaire de crise. Et ça touche le monde entier. Parce que là, bon, les beaux préceptes de Maastricht, de règles budgétaires, etc., sont tombés à l'eau, que ce soit dans les différents pays européens ou évidemment aux États-Unis. Et la masse monétaire en circulation, bah, tant que les taux sont faibles, ça va, mais vous imaginez un peu le contre-coup, quand les taux vont remonter. Parce que là, il y a une nécessité de prédation. Ça nous concerne, ça concerne le monde entier. Ça. Chez nous, ça a été excessivement loin. Ça a duré tellement longtemps qu'il a été aisé de croire que c'est la situation naturelle et permanente. Face à cela, des questions, des choix se posent. Doit-on, en termes d'économie, réfléchir d'abord en termes de flux ou de stock? Ça semble simple, la question, elle n'est pas simple du tout. Parce que dès le moment où on réfléchit en termes de stock, c'est-à-dire de bilan, c'est-à-dire de créance,
on est capturé par la logique de la financiarisation prédatrice. Et on est amené à considérer que les affaires de flux, de production, de revenus, d'utilisation des ressources, etc., passent au second plan. C'est en train de se passer au Liban. Bon, les différents experts qui ont été amenés un peu par erreur à se pencher sur le sujet libanais, bon, les consultants de Lazare et autres, tous privilégient l'approche de stock. Qu'est-ce que c'est que les pertes? Les pertes, c'est... Qu'est-ce qu'une perte financière, finalement? Tant que les gens ont confiance, la perte peut être là ou pas là, ça ne change rien. Le gouverneur de la Banque centrale du Liban est excessivement éloquent là-dessus. Ces bobards ont fonctionné pendant 25 ans après que, en pure technique, le système financier soit tombé. Ça marche. Bon, ça marche ailleurs aussi, il ne faut pas croire. Le terme de perte financière a-t-il un sens? Ou bien les pertes réelles sont les pertes en ressources essentiellement en émigration, essentiellement en déstructuration d'appareils institutionnels. Il y a des choix là. On ne peut pas simplement dire oui à ça et ça. Le deuxième point que je voudrais mettre devant vous, c'est le communautarisme, qui est un référentiel discursif et politique qui élabore des essentialismes essentiellement menaçants. J'utilise à dessein 2 fois le même terme. La conséquence, que devient le pouvoir à partir de là? Si le pouvoir est contesté par un essentialisme identitaire perçu comme tel, bon, on glisse facilement à croire que le pouvoir est un objet dont certains sont privés et que d'autres détiendraient. On est peut-être aussi amené à considérer que le pouvoir se juge d'après un ensemble de critères absolus, moralisateurs, racistes, culturalistes, etc., etc. On peut aussi penser que le pouvoir, c'est un ensemble structuré de fonctions. Je reviens à ce terme tout à l'heure. Fonctions à la fois matérielles et de légitimation qu'une société intègre, qu'elle entérine. Pourquoi? Pour exorciser les doutes et les craintes. Les chefs de communauté chez nous n'ont jamais eu un avis sur aucun sujet qu'on classerait sous la rubrique de politique publique. Leur pouvoir est légitime dans le sens que l'adhésion populaire continue de les porter. Et plus les gens sont perdus, plus ils ont peur, plus la fonction d'exorcisation de la crainte assumée par le chef se justifie. Quand nous disons que le pouvoir, c'est un ensemble structuré de fonctions, oui, le pouvoir formel au Liban est devenu dysfonctionnel. Mais la capacité de légitimation est toujours à l'œuvre, essentiellement par la gestion et la manipulation des craintes. J'en arrive à la crise libanaise. Si l'on admet que le pouvoir est un ensemble de fonctions reconnues nécessaires par la population, quelles sont-elles? Quelle est la configuration réelle du pouvoir? Pas ce qui est raconté dans la Constitution, tout le monde s'en fiche complètement. Il s'agit de 3 fonctions organiquement interdépendantes. Il y a d'abord une instance sécuritaire et redistributive. C'est celle des chefferies communautaires qui se sont institutionnalisées dans un non-État. Ça, c'est une performance historique. Et qui assure un encadrement excessivement fin et serré de la population par la gestion conjointe
des craintes et des attributions, des allocations. Mais en évitant la guerre. C'est ça l'institutionnalisation. Durant les 10 ou 15 dernières années, les raisons pour aller dans une guerre civile ont été peut-être 20 fois plus importantes que celles qui ont prévalu au début des années 70. À chaque fois, les affrontements, toujours menaçants, ont été évités, ou contenus, ou manipulés. Certains se complaisent à qualifier cette fonction sécuritaire redistributive de corruption. Belle découverte. Alors qu'en fait, elle est le système lui-même. Il ne s'agit en aucune manière de la défaillance ou de défaillance particulière d'un système normatif illusoire consistant à croire que quiconque au Liban découvrirait que les chefs communautaires manipulent massivement la redistribution et que les fonds qui se mettent dans la poche, ils ne les cachent pas du tout, ils les montrent. C'est la démonstration de leur utilité et de leur force. Donc, aller dire c'est des gens corrompus, vraiment, ça peut être satisfaisant pour l'énonciateur. La deuxième instance, absolument vitale, c'est l'instance financière, qui est, comme le cœur, qui est la pompe à capitaux. Parce qu'il faut éviter que les chefferies n'entrent en conflit si jamais leur exercice vital de redistribution se passait dans un jeu à somme nulle. Il est absolument nécessaire, fonctionnellement nécessaire, que le jeu ne soit pas à somme nulle, et par conséquent, qu'une instance vitale s'occupe de pomper des capitaux en permanence de l'extérieur. Comment le fait-elle? Évidemment, on essaye de capturer les opportunités extérieures chaque fois que c'est possible. On fait Paris 2 quand tout le monde a peur, enfin tout le monde, et que l'Arabie Saoudite, la Syrie et la France ont peur de la décision de Bush d'envahir l'Irak. Bon, Paris 2 passe. Alors, on est probablement le seul pays au monde à recevoir systématiquement une aide financière et militaire et des États-Unis d'Amérique et de la République islamique d'Iran. Donc, il faut le faire. Mais ça, c'est jamais certain, il faut être à l'affût. Par contre, le travail systématique de la pompe relève de la destruction tout aussi systématique de la matière humaine de la société, d'organiser systématiquement l'émigration, de barder les gens de diplômes souvent imbéciles et sans contenu pour peu qu'ils baragouinent un peu d'anglais, pour essayer de bien les placer sur ce qu'on appelle les marchés de l'emploi, avec la fameuse boîte McKinsey qui a inventé dans une étude qui a été payée plus d'$1 million que là où le Liban avait un avantage comparatif, c'était d'organiser l'émigration des Libanais et des Libanaises aussi, enfin un peu moins mais quand même, et vers les marchés du Golfe. Ça c'est fait systématiquement. Évidemment, on n'oublie pas en cours de route de démolir la nature, les montagnes, les plages et tout. Ça aussi, ça peut rapporter de l'argent. Et ces deux instances ne suffisent pas. Parce que dans un non-État, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Il y a donc une instance que je vais péremptoirement appeler extérieure, régionale et internationale, qui est sans cesse sollicitée. Parce qu'il faut qu'elle soit consentante pour que la pompe continue de fonctionner. Mais aussi, elle est nécessaire pour légitimer les chefferies comme des intermédiaires incontournables devant les menaces extérieures, ou comme porte d'entrée indispensable vers les bénéfices de l'extérieur. Le coût de cet exercice, c'est qu'avec l'importation des ressources et l'adoubement des sponsors, on importe nécessairement les conflits par procuration que ces mêmes sponsors extérieurs peuvent trouver utile de provoquer. Alors là, il faut encore faire preuve d'adresse, comme dans les deux autres instances. En essayant de manipuler les sponsors, de même que eux, vous dites, dans un jeu de manipulation réciproque, dont les différentes visites du président français au Liban avec ses rencontres avec ses chefs donnaient une illustration amusante si on n'y était pas, si on n'était pas les victimes. Donc les manipulations réciproques est un concept philosophique remarquable qui a été inventé par un président de passage, Michel Steinman, la distanciation. Alors, on continue
d'être les hommes de main des sponsors, mais on distancie notre précaré système interne de leur pression. Donc c'est un jeu de simulation réciproque qui a été développé comme une invention majeure. Alors, avec un non-État communautaire, je vous disais, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. L'intérieur, c'est l'identité. L'identité lignagère, patriarcale, etc., qui, agglomérée, constituée, devient une communauté. L'identité, c'est super, on peut la porter dans sa poche, on crée l'identité, il n'y a pas de problème. Elle est inaltérable, c'est mieux que l'or. La société elle-même est un extérieur. Pas seulement les étrangers qu'on ne voit pas, les Syriens, les Bengalais, etc. Mais tout le monde le monde entier est extérieur. Et tout extérieur est une menace. Ça, c'est un système excessivement sophistiqué. Prétendre apporter les réformes nécessaires. Alors, les effets cumulatifs de ce processus ne sont pas négligeables. Il s'agit d'une déperdition systématique de la matière de la société, donc de l'immigration, de l'accumulation tout aussi systématique des créances, qu'on appelle vulgairement dépôts. Parce que pendant qu'on amène ces dépôts, ils sont redistribués et ils financent la consommation, donc le déficit extérieur. Tout simplement. Et il faut en amener d'autres. Et il faut convaincre ceux qui en ont amené avant de les garder. Donc il y a un effet systématique. De même au niveau de la population. Parce que l'effet d'une émigration systématique organisée conduit à modifier systématiquement, même si c'est avec inertie, parce qu'on ne voit pas tout de suite les effets de la démographie, la structure des âges, et conduit à importer une population qui vient accepter la rémunération locale parce que la famille reste à l'extérieur, donc la distorsion de prix induit à la fois l'émigration des Libanais et l'importation d'une main-d'œuvre de pays plus pauvres, et tout ça fonctionne comme à merveille. Il en découle aussi que la formalisation et la concrétisation des identités est une nécessité fonctionnelle, parce que les identités, c'est ce qui permet d'institutionnaliser et de rendre efficace une logique de réseau prédateur. Les Libanais ne sont pas les seuls dans ce cas, il y a d'autres situations équivalentes, mais enfin bon, c'est quand même remarquable. Ils peuvent être prédateurs gentils, ils peuvent être prédateurs dans les arts, ils peuvent être prédateurs dans les médias, prédateurs dans le commerce d'armes, prédateurs dans plein de choses. Le problème, c'est que s'ils n'arrivent pas à assurer suffisamment de proies de l'extérieur, ils se bouffent les uns les autres. Et dès le moment où la prédation est disponible, c'est pas spécifique ni à une culture, ni à une religion, ni à rien du tout, elle est beaucoup plus intéressante et plus alléchante que ce qu'on appelle vulgairement la production. C'est certain. Les crises successives ont pu être surmontées. Ce n'est pas la première. Certaines ont touché une des trois instances, certaines en ont même touché deux. À la fin des années 80, là, les bobards qu'on raconte, accords de Taïf, machin, etc., c'était la réorganisation de la région avec la chute de l'Union soviétique, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas les pauvres députés qui ont été racontés Taïf, rien du tout. C'est un arrangement dans lequel, à ce croisement historique, il y a eu un réalignement, Syrie, Arabie Saoudite, l'intervention ou la bénédiction de Hafez al-Assad à l'entrée en guerre des Américains à partir du Koweït. Ça a fait un arrangement local. Et puis les Libanais se sont amusés à rajouter par-ci par-là une phrase dans la Constitution qui est encore plus confuse qu'elle n'aurait été sans ça. Mais une grosse blague, ça. Et puis 2005-2006, alors là, l'invasion américaine de l'Irak ayant réussi, la France, 60e anniversaire du débarquement, change de bord, ok, on fait avec. Et là, fait avec, c'est la résolution 1559.
Bon, Bachar al-Assad était très gentil la veille et tout, il devient méchant d'un coup. Donc, on va le virer du Liban, alors que, bon, le président Chirac avait raconté 2 ans avant au Parlement libanais que la présence syrienne au Liban était quelque chose de merveilleux et qu'il fallait qu'elle reste tant que le problème du Moyen-Orient n'était pas réglé. 1000 ans, peut-être. Donc là, ouf. Bon, ça se crispe, gros problème, série d'assassinats, les Syriens sont dégagés, 8 mars, 14 mars, enfin tout le cirque. Les Libanais ont gardé en tête que c'est 14 mars qui a viré la Syrie du Liban. Bon. Ben, un rituel, c'est bon les rituels. Donc, ben, le système a surmonté cette crise. Ça n'a pas suffi. La guerre, Israël 2006. Ah, ça n'a pas marché. À la grande surprise et au grand désespoir de beaucoup d'acteurs, ben, il y a des Libanais qui ont pu résister à l'armée israélienne. Pas rien, ça. Ça n'a pas suffi. Alors là, on a eu le tribunal spécial pour le Liban. Tribunal spécial pour le Liban, pour lequel le Liban a dépensé, toujours par des voies détournées, totalement illégales, mais ça on s'en fiche, et le Hezbollah n'a pas protesté non plus, ben 50 millions de dollars par an, dont un paiement qui a été fait la semaine dernière, soi-disant par les familles beyroutines. Vous voyez un peu les familles beyroutines se cotisaient pour dépenser 50 millions de dollars et le payer à une bande d'experts qui s'installe à La Haye avec des traducteurs à droite et à gauche. Bon, enfin bon, ça va. Crise surmontée. Et en 2005, il y a un type très malin qui a été amené, qui a fait les élections, alors que le 8 mars et le 14 mars mais étaient au bord de la guerre mondiale, quoi. Ils se sont coalisés dans les élections, et ce brave homme s'appelle Najib Mikati. Et puis 2011-2012, printemps arabe, déclenchement de la guerre en Syrie, etc. Bah, de nouveau Najib Mikati, parce qu'à l'époque, après que l'armée égyptienne et l'armée tunisienne eurent dégagé leur soi-disant président, faisant croire, comme le 14 mars, que c'est la population dans la rue, des manifestants qui avaient viré les deux types. Bon, ben la Syrie a cru tenir le cap, parce que ça, c'était les hommes des Américains qui étaient éjectés. Donc, on amène Najib Mikati. Alors là, problème, le pari, cette fois-ci. Vous vous souvenez, le pari, il n'a pas marché, parce que ça a pété en Syrie tout de suite après. Enfin, ça ne marche pas à tous les coups, les paris. Enfin, la crise 2011-2018, bon, c'est vrai qu'il y a 1,5 million de réfugiés syriens qui sont entrés, mais enfin, elle est quand même passée. Et le système a été restauré. On fait des élections, président, gouvernement d'union nationale. Cette fois-ci, donc là, c'était soit le maillon des chefferies communautaires, soit l'instance extérieure qui était visée. Cette fois-ci, c'est la pompe financière qui était touchée. Et elle allait être touchée de manière inéluctable du fait de l'accumulation systémique qu'elle produit, de destruction de la matière humaine et des créances financières, de par même son fonctionnement, mais avec un environnement extérieur tendu. C'était encore l'époque Trump, là. Ce qui est remarquable, c'est que tous les chefs communautaires, représentés par des braves gens au gouvernement, ont fait semblant d'être surpris, ils ont analysé la situation et ils sont tous arrivés à la même conclusion, c'est un accident. Que pouvait-il dire d'autre? Parce que bon, gouvernement d'union nationale, élection de 2018, où les gens ont voté comme des moutons pour renouveler la légitimité de cette bande, ben, ils ne pouvaient pas dire qu'il y avait une erreur quelque part. Et puis l'erreur, c'est qui, hein? Donc, accident. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ce qui prévalait jusqu'à l'accident était superbe, et bien l'accident, il faut l'attribuer à quelqu'un. Alors évidemment, ils ont tous attribué l'accident à un complot. Il faut bien mettre un nom, hein. Il ne suffit pas, sinon le récit n'est pas passionnant. Et le nom trouvé, évidemment, c'est les États-Unis. Okay. Contre l'Iran. Alors ceux qui sont pro-États-Unis se sont dit, super, on va enfourcher le cheval, là, et on devient des révolutionnaires et des réformistes, etc. Et ceux qui sont contre les États-Unis vont dire, on va résister au complot. Problème. Il est plus facile d'être soi-disant révolutionnaire, style force libanaise et autres, hein, et puis un peu les Hariri et tout ça, que de résister. Hein. C'est dur de résister alors que les gens sont dans la rue. Bon, on les intimide un peu, mais pas trop. Attention, distanciation, hein, pas de guerre. Donc, faut trouver un paravent. Ils ont cherché des paravents, ils n'ont pas trouvé mieux que le pauvre Hassan Diab.
On lui a collé ça sur la figure, il n'a jamais rien compris à tout ça. Il arrive, il fait un programme ministériel, bon, qui est exactement la photocopie du même programme ministériel de 4 ans avant, ignorant complètement que le système financier était tombé. Il voulait relancer l'étude de McKinsey et appliquer le programme d'investissement promis à Cèdre. Bon. Alors, problème, quand vous faites face à un complot aussi dur, faut veiller au grain, il n'y a plus d'argent à distribuer. Alors si en plus, on ne claironne pas que les dépôts seront préservés, on aurait fait les dons politiques qu'on doit avoir dans le métier. Donc, il fallait préserver les dépôts. Le problème, il y avait une échéance de rebond 2 mois après. Alors bon, le brave diable, ne connaissant rien à rien, ne sachant même pas quelle était la situation des finances publiques et n'ayant même pas réfléchi à la suite qui découlerait de cette décision, a décidé de faire défaut. Bon. Ok, on a fait défaut. Alors là, une fois qu'on a fait défaut, comment on fait? On appelle les professionnels, les techniciens. Parce que c'est un problème, il faut une solution, vous savez, toujours comme ça, technique. Alors les professionnels, on amène une boîte américaine de juristes, Cleary Gottlieb, et on amène une société française de conseil financier, enfin la banque d'affaires Lazare, etc., qui viennent faire leur boulot. Les premiers, on n'a pas entendu beaucoup parler d'eux, et les seconds ont fait leur boulot comme ils savent faire, bilanciellement, essentiellement, estimer les pertes, essayer de les allouer, en vue de pouvoir tenir une négociation avec les créanciers. Toujours, logique de stock. Évidemment, les pertes, 100 milliards de dollars, c'est pas rien. Alors, à coup de gentillesse et d'assistance, les Libanais ont réussi à convaincre l'équipe de baisser le tarif des pertes à 80, puis à 70. Ils ont inséré dans le texte, évidemment, les conneries habituelles, style, il faut faire des réformes, etc., qui sont hors sujet complètement, mais tout le monde s'en fiche aussi, c'est l'habitude. Et l'allocation des pertes devait être faite de manière à pouvoir négocier avec les créanciers, leur dire, vous allez perdre 50% maintenant, on va retarder les paiements et tout. Donc, il fallait allouer une partie des pertes en interne, essentiellement sur les gros déposants. Alors là, aussi bien ceux qui avaient enfourché le cheval du complot que ceux qui lui résistaient férocement, se sont réunis, unanimement, et ont décidé, à travers une commission spéciale d'enquête du Parlement, de dire qu'il n'y a pas de perte. Que c'est pas 80, c'est à peine 20 milliards, ça vaut même pas la peine d'en parler, c'est rien, il n'y a pas de perte. Pas de perte. Parce qu'un chef communautaire ne peut pas allouer de perte. Un chef communautaire, il est le chef, le demi-dieu d'une communauté, face à tous les méchants. Un homme politique, honnête ou opportuniste, face à une situation comme ça, il va se dire, je vais allouer les pertes, moi, je vais gagner plus de voix en disant que je défends les agriculteurs, par contre, les méchants banquiers, on va leur faire un impôt exceptionnel, etc. Ou les braves ouvriers, on va leur donner une allocation, à cause, tout ce que vous voulez. Ça fait un peu gauche, quoi. Plutôt côté droite, alors on va arrêter les allocations chômage, etc. Il faut renflouer les banques en leur transférant les actifs publics et tout. Ça fait droite. Dans l'un ou l'autre cas, qu'ils soient honnêtes ou menteurs ou un peu les deux, ces braves gars, comment réfléchissent-ils? Ils se disent, en faisant peser les charges sur une catégorie sociale, professionnelle, ce que vous voulez, ceux-là vont pas beaucoup m'aimer. Mais par contre, ceux que je privilégie, là, je vais plus gagner chez eux que chez ceux que je lèse. Et puis l'autre fera l'inverse. Le chef communautaire n'a pas ce luxe. Parce que dans une communauté, il y a le banquier et le déposant, il y a le capitaliste et l'ouvrier, il y a le jeune, le vieux, le pauvre, le riche, il y a tout. Un chef communautaire, s'il énonce quelque chose, à part les niaiseries style complot, réforme, anticorruption, etc., il est certain de perdre l'allégeance de ceux qui lèsent dans sa communauté, mais il ne gagnera en aucune manière l'appui de ceux qu'il favoriserait en dehors de sa communauté. C'est pas parce qu'ils sont idiots ou méchants. Fonctionnellement, ils ne peuvent pas allouer de pertes. Donc, il n'y a pas de perte. Vu qu'il n'y a pas de perte, les banques sont dans un état merveilleux au Liban. Il fallait les voir. Essayez, je ne sais pas si les Libanais connaissent, mais c'est comme des boîtes de sardines. C'est toutes murées. On continue de dire qu'il y a des banques. Il n'y a pas de cessation de paiement. Donc, à partir de là, l'instance financière
a repris son souffle, était défendu par le mur de l'Atlantique syrien, quoi. Tous étaient là, depuis le Hezbollah jusqu'aux forces libanaises, et en passant, à part les 6 chefs, il y avait l'homme de main de Najib Mikati aussi, qui est son conseiller en chef là, pour les affaires financières et économiques. De la famille Nahas en plus, mais j'y suis pour rien. Bon. Donc, non, pas encore. Bien. Donc, fort de cette défense, il a repris du poil de la bête, hein, l'organe financier, et il a entamé la contre-attaque. Et la contre-attaque, c'est un rouleau compresseur incroyable. C'est 4-5 taux de change, sélectivement. C'est une utilisation sélective des fonds disponibles, que ce soit encore chez les banquiers, il n'y en a pas beaucoup, ou à la Banque centrale, pour bénéficier à certaines catégories sensibles, hein, vous utilisez le terme diplomatiquement. C'est arrêter complètement même les échanges commerciaux les plus simples, puisqu'il est devenu impossible de définir un prix, sauf des prix immédiats. Tout ça est fait pour que les gens entérinent les pertes. Les détenteurs de créances, les déposants, ont entériné la perte. Aujourd'hui, pour un taux, évidemment, le pouvoir d'achat de la livre libanaise a été divisé par 4. Mais ceux qui avaient des dépôts en devises, essentiellement en dollars, alors que le dollar, gravite entre 16 et 20 000 livres, excusez-moi, c'est-à-dire 12 à 15 fois sa valeur d'il y a 2 ans, par des règlements, décisions réglementaires, circulaires de la Banque centrale, qui sont un vulgaire acte administratif de 4e ordre, hein, la Banque centrale a décrété, et les gens ont entériné, que si vous allez à la banque, et que le banquier veut bien vous lâcher, 1000 dollars à 4000 livres, c'est-à-dire à 20% de la valeur marchande, appelée marché noir évidemment, vous lui devez reconnaissance, vous devez le remercier. Et les gens ont entériné cela. Donc c'est une allocation massive de pertes, c'est un blocage des capacités de fixation des prix. Les chiffres nous sont arrivés hier, mais il faut encore les vérifier. Mais le nombre d'entreprises soumises à la TVA aurait baissé de 60% entre 2020 et 2021. Donc, vous voyez, on parle. Effondrement total. Alors, est-ce que c'est par pure bêtise? Non. Parce que tout ce système peut se réagencer. Avec ce qui se passe, les gens émigrent. Ceux qui peuvent faire un peu de coups de contrebande, évidemment, ne manquent pas de le faire, mais l'essentiel émigre. Et qui émigre? Émigrent ceux qui peuvent émigrer. Il reste les vieux, et vraiment les pauvres gens, les Libanais, et évidemment les Syriens, parce que les autres, ils s'en vont aussi, hein, les Philippins, les Bengalais, oui. Pourquoi resteraient-ils? Ils ne peuvent plus envoyer de dollars à leur famille. Hein. Donc, ceux qui émigrent, c'est eux dont le type de consommation induit les importations. Donc s'ils émigrent, on diminue le déficit extérieur. C'est bien ça. Et comme ils émigrent, et que le vieux est toujours là, la vieille, ils vont encore lui envoyer quelques dollars. Donc un équilibre de bas niveau peut s'établir pour peu que, sans guerre, la population accepte une euthanasie organisée. Et c'est en cours, ça n'attend personne. Et puis, miracle. M. Biden sort cette troupe d'Afghanistan et déclare, M. Xi Jinping aussi, que l'affaire est désormais entre eux. Donc le Moyen-Orient, les machins, là, les sunnites, les chiites, les juifs et autres maronites et autres, calmez-vous, vous n'êtes plus au centre de la scène. Alors il y a une réunion de sommet arabe à Bagdad en présence du président français. On n'a pas invité Bachar al-Assad, mais enfin, on n'a pas fâché. Il y a que l'Arabie saoudite et l'Iran, finalement, ils ont intérêt à s'entendre et ça commence à discuter. Le navire iranien amenant le mazout débarque à Banias et le jour même de l'annonce,
les États-Unis acceptent que bon, les sanctions contre la Syrie soient levées pour faire passer le courant électrique et le pétrole. Ben, des miracles se passent. Et puis, M. Macron appelle M. Raisi, vous savez, l'ultra dur, là. Bon, miracle. La tension externe sur le troisième pôle du système semble se dissiper. Reflet du miracle, le gouvernement est constitué. Alors, le gouvernement, qui comporte-t-il? Il comporte 2 membres, 2 personnes. Le reste, bon, c'est des figurants plus ou moins sympathiques, mais il comporte 2 personnes. Il comporte le représentant effectif de la fonction financière. Bon, c'est pas Riyad Salamé lui-même, mais c'est son assistant le plus direct, que nous connaissons très bien, qui remplit sa fonction. Et c'est le protagoniste le plus expérimenté des paris régionaux opportunistes, M. Najib Mikati, qui est très copain avec tout le monde, qui a de bonnes relations en France, qui a d'excellentes relations en Syrie. Bon, il en parle quand c'est utile pour lui d'en parler, de même dans les Émirats. Enfin, l'homme parfait. Sur quoi portent ces paris? Ils portent sur le réaménagement en cours au niveau régional. Si cette équipe réussit son coup, ben, ils ne vont pas manquer d'organiser un rituel de légitimation de la version restaurée du régime politique. Ça s'appelle élection. Si ça ne marche pas, ils ne feront pas d'élection. Il va y avoir une dispute de juristes très pointue sur, je ne sais pas quel article de la loi pour dire que ça ne va pas marcher, il faut une commission. Si ça ne suffit pas, bon, on fera un petit problème, il y aura 2-3 morts, et puis la sécurité, peut-être le Covid aussi, on ne sait rien, mais voilà. Pendant ce temps-là, que sont devenus les 6 chefs? Les 6 chefs, ils sont débarrassés d'une règle de responsabilité qui est d'allouer les pertes. C'est plus eux, là. Évidemment, ils ont des craintes. Parce qu'ils se disent qu'entre les combines extérieures et Mikati, etc., certains peuvent être virés. Un type comme Hariri, certainement, bon, on avait peut-être son frère, mais... Donc, ils n'ont pas abandonné le véhicule, mais ils sont plus au volant, quoi. Ils observent, hein. Voilà ce qui se passe. À le moment actuel, pour résumer, il y a 2 projets en concurrence. Il y a que la société admette de devenir la variable d'ajustement d'un système de pouvoir. Et il y a le projet que nous portons, qui est de mettre à profit cette crise. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette crise, ils auraient continué dans leur cirque, hein, sans hésitation, pour établir la légitimité confiante d'un État laïque qui traitera évidemment la réalité sociale des communautés, mais comme un héritage historique, une charge pesante qu'il faudra gérer progressivement. Et pas du tout en institutionnalisant une soi-disant légitimité super-étatique de ces machins que sont les communautés. Cela ne pouvant se passer qu'au terme d'une négociation imposée par le rapport de force, certainement, qui puisse conduire à un transfert pacifique et temporaire du pouvoir, dont le programme a été explicité par notre mouvement d'une manière très claire, pour établir un changement institutionnel de régime. Parce qu'un État, et non pas un non-État communautaire, s'impose aujourd'hui, s'imposera peut-être pas plus tard, comme une nécessité vitale pour cette société, pour autant que cette société existe encore. Voilà ces 2 projets. Le reste, je ne vois pas en quoi ça constitue un projet. Il y a donc 2 processus concurrents qui se déroulent en parallèle dans une sorte de course serrée entre l'acceptation par la société, pas de servitude volontaire, mais même euthanasie, par l'émigration, par l'insertion dans les fameuses ONG là, qui, à coups de dollars, castrent le peu de ressources pour la lutte politique encore présente au Liban. Ils sont très gentils, les ONG, bien sûr, hein, comme par hasard. Et, en contrepartie, le renforcement de citoyens et citoyennes dans un État. Ces 2 effets, ces 2 processus sont en concurrence. Mais ils sont aussi en interaction. Parce que plus la société s'étiole, plus, vous avez entendu mes camarades et amis,
MMFD, c'est aussi des gens qui émigrent. Hein. Et ceux qui émigrent, c'est aussi des gens qui vont progressivement. Bon, ils vont peut-être garder leur identité dans la poche, mais ça, c'est un autre sujet. Ils vont avoir d'autres considérations. Ils vont se dire que finalement, si le niveau de tension au Liban diminue, on aura moins de raisons de regretter d'avoir quitté. C'est pas facile de vivre des tournants aussi durs, hein. Donc pour nous, le temps est précieux. Voilà. Face à cela, nous avons déployé une action volontaire dont l'objectif est d'empêcher le processus de relégitimation et de restauration mené par cette bande, en ouvrant un front systématique visant à mobiliser dans la structure de classe des Libanais encore résidents. Parce que essayer de croire qu'en quelques mois, on peut mobiliser politiquement les non-Libanais résidant au Liban, bon, c'est du rêve. Qui sont-ils? Vous savez, la classe ouvrière ou paysanne libanaise résidente, il n'y en a pas. Hein. Les effets cumulatifs déjà décrits ont eu le temps de balayer. Il reste massivement une petite moyenne bourgeoisie qui s'est accrochée à ses statuts et privilèges, hein, qui sont les ingénieurs, les médecins, les avocats, les enseignants, les instituteurs, les dentistes, les pharmaciens, etc., etc. Ces gens-là, contrairement au reste de la population, et sans jamais le réclamer pour les autres, bénéficiaient, jusqu'à il n'y a pas longtemps, d'une couverture médicale et de pensions de retraite. Ils sont tous gentils ou pas, n'est pas le sujet. Ils ont perdu et leurs avoirs personnels et leurs revenus, parce qu'il n'y a plus de boulot du tout, mais aussi les avantages matériels et symboliques attachés à leur statut. Et ces gens-là, nous parlons facilement de plus de 50% de la population active libanaise résidente. Hein. Parce que c'est ça que font les Libanais, que vous voulez qu'ils fassent d'autres. Il n'est pas digne d'eux de travailler dans une usine, un Libanais. Et les Égyptiens et les Bengalais pour ça, on ne manquerait plus que ça. Donc, nous héritons de toute cette réalité dans sa laideur. Ces gens-là, institutionnellement, sont des ordres institutionnalisés par des lois, avaient accumulé une épargne sociale, et non pas une épargne individuelle avec laquelle on peut jouer plus ou moins fidèlement, plus ou moins intelligemment au casino. Ces institutions, ces caisses, sont pratiquement des fiducies, où des individus ont cotisé pour obtenir du fiduciaire des prestations en contrepartie. Qui étaient ceux qui géraient ces ordres? Comme tout le reste, les représentants des 6 chefs communautaires dans des ententes plus ou moins amiables entre eux. Hein. Ces gens-là ont failli à leur devoir de fiduciaire. Tous ont été contactés par Mouatinoun, Mouatinat. À tous, nous avons expliqué depuis 2016 que notre perception du risque était suffisante pour venir les prévenir, et que même s'ils jugeaient que le risque était moindre que ce que nous estimions, ils étaient dans le devoir de protéger ces avoirs. C'est pas leur sou à eux, ça. Certains se sont dit, on n'a plus qu'un an à tirer, c'est pas la peine, on s'en fiche, ça durera bien 1 an, et après le suivant sera. D'autres, un peu plus honnêtes, ont pris peur, mais ils ont évidemment été prendre l'avis de leur demi-dieu, le demi-dieu ne pouvant dire que ce qu'il a dit jusqu'à là, ils continuent à dire que ça va très bien. Ils ont tous des responsabilités personnelles directes. Et ces gars-là ont placé l'argent des centaines de milliers. C'est juste une idée, hein, l'ordre des ingénieurs, c'est 500 millions de dollars ou d'euros. Le fonds de pension et de couverture médicale des enseignants, c'est 650 millions d'euros. C'est ça l'ordre de grandeur. Hein. Nous parlons de plusieurs milliards, sans compter les fonds de la sécurité sociale, dans laquelle sont enregistrés le peu de salariés déclarés, parce que les autres ne sont pas déclarés. Bon, avec ça, on a gentiment 10-12 milliards d'euros. Hein. On ne parle pas de petites choses, là. Bon, donc, ces fonds-là ont été sciemment dilapidés par
les délégués de l'instance de la chefferie communautaire, et ils ont été sciemment aussi dilapidés par les banquiers, par l'organisation de l'instance financière. Pas la brave caissière, évidemment. Les patrons des banques, qui sont bien connus, malgré, évidemment, les trusts, les machins. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, camarades Monténon, appelle individuellement chacun des membres de ces ordres professionnels. Nous parlons déjà de 40 ou 50 000 contacts individuels faits, en disant, écoutez les gars, soit vous acceptez, après avoir perdu votre revenu, votre épargne et tout, de perdre cela, soit vous vous enregistrez et on va mener la bataille ensemble. Premièrement, sur le front de vos chefs communautaires, soit ils nous suivent, ils vous suivent, soit vous décidez d'être des moutons à égorger ou vous vous opposez à eux, et ensuite, bon, on va attaquer les banquiers. Voilà. Et ce processus marche. Sympathiquement, le président de l'ordre des pharmaciens a envoyé un message vocal, qui nous est parvenu évidemment, demandant instamment à ses acolytes de le relayer à tous les pharmaciens, disant qu'il y avait un complot ourdi par des gens inconnus visant à jeter le trouble dans l'esprit des pharmaciens, et qu'il n'y avait aucun risque, tout allait très bien, et que l'assurance médicale des pharmaciens serait encore améliorée l'année prochaine. Quant aux réserves pour les fonds pour la pension de retraite, le Premier ministre, probablement diable, lui a promis qu'il serait, personne n'y toucherait. C'est super, parce que ça entérine, un, qu'on leur a fait mal là où il faut, et deux, que ce monsieur, qui n'est pas un idiot du tout, je connais très bien, pour qu'il ait été amené à sortir un tel machin, vraiment, c'est qu'on nous a visé juste. Donc, je termine, excusez-moi du retard, peut-être, excusez-moi encore. Bon, parce que on est quand même à Paris, ça me fait grand plaisir, ça change un peu. Mais je dirais que les choses que nous avons évoquées pour le Liban, je reboucle, hein. Ça s'applique aussi un peu à la France. Hein. Bon, la France, c'est plus une grande puissance mondiale comme c'était durant les phases, disons, 1920 jusqu'à la décolonisation. Hein. Bon, les exemples devant vous sont clairs. En plus, il y a les acteurs régionaux là, qui s'échappent. La Turquie, l'Iran, Israël, c'est pas rien. Et puis les paris que la France a pris au niveau de la région, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin un pari, on peut le gagner ou le perdre. En général, ils ont été perdus. Et en plus, que ce soit les risques de financiarisation, je reprends les thèmes d'initiaux, ou les risques de communautarisme, c'est en train de déstabiliser non seulement les références de légitimité de la République en France, mais même la sécurité. Parce que tout ça se prête à des manipulations, croyez-moi, qui font mal. Donc là, il y a une sorte de fin de cycle, quoi, entre la fin des années 80, effondrement de l'Union soviétique, etc. Bon, les développements récents, je pense, imposent aux acteurs politiques français qui sentent qu'ils peuvent porter le courage nécessaire pour cela, de revoir un peu la donne, et de ne pas considérer que leur intérêt dans la région consiste à vendre quelques missiles à droite ou à gauche, ou de faire bénéficier le club du foot du coin des avantages de tel ou tel roitelet ou émirat des émirs du Golfe. Hein. Il y a matière peut-être à réfléchir un peu plus loin, enfin c'est leur problème. Ensuite, la région. Là. La région, qu'est-ce qu'il y a dans la région? Il y a en gros 2 paquets de territoires. Il y a des territoires où il y a des bases militaires, en général américaines, et où des régimes qui ont construit des légitimités religieuses. Enfin, évidemment, l'idéal, c'est l'État juif. Et puis, bon, lui, il se déclare comme tel, aucun problème, la télé, vous le dites. Enfin bon, aucun problème, l'État juif. Et puis, il y a l'Iran chiite, et puis il y a l'Arabie saoudite sunnite, et maintenant la Turquie sunnite, etc. Ah, voilà, il y a ça. Et ça, c'est des moyens puissants, hein. Une base militaire américaine et une légitimation religieuse, c'est bon aussi bien pour la consommation domestique que pour l'export, y compris chez vous. Et le reste, c'est des territoires dévastés. L'Irak, la Syrie, le Liban, sans oublier bien sûr la Palestine. C'est ça la région. Et ça, c'est pas loin de chez vous. Et puis il y a l'enjeu libanais.
Bon, il faudrait le resituer. Parce que quand on est un petit pays, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose à l'échelle mondiale, mais on peut considérer que même de petits changements au niveau d'acteurs externes peuvent avoir un effet démultiplié intérieurement. C'est intéressant, ça. Il y a aussi que ce pays continue d'avoir, pour des raisons institutionnelles, mais principalement parce qu'il a vécu avant le reste de la région, ce qui s'appelle la transition démographique, les guerres civiles et pire, les arrangements au terme des guerres civiles. Il a une capacité de contagion autour. Nous pensons que le projet que nous portons a une portée régionale. Et je pense, j'ai la faiblesse de croire que, puisque la politique, à nos yeux, est clairement une affaire de choix incertain et risqué, il y a matière aussi en France pour que ce qui se passe dans la région, qui est marqué par le fait que plusieurs échéances temporelles décalées sont en train d'arriver en même temps. Il y a 100 ans, bon, c'était la fin de l'Empire ottoman et le découpage de la région. On y revient. Il y a que les chefs historiques des communautés libanaises qui sont présents dans les médias jusqu'aux confins du monde, hein, ben on peut tous la 80aine, et c'est pas facile d'hériter de demi-dieu. Et puis, il y a que les effets cumulés avec le temps des transformations démographiques et des migrations entrantes et sortantes. Ça se voit tout de suite. Et puis, il y a que les affaires du pétrole, du gaz, des éoliennes et des gazoducs, qui avaient en gros servi à dessiner les frontières des pays de la région, ben ça revient à l'ordre du jour. Tout ça est en train de se poser aujourd'hui. Face à tout cela, ben nous avons fait nos choix autant que nous pouvons. Ils peuvent être faux, ils peuvent être justes. Hein. Mais je pense que du côté français aussi, pour des raisons toujours liées à la situation effective du pays où on se trouve, il y a matière à aller au-delà de l'humanitaire et de quelques bonnes affaires pour les entreprises. Plus généralement, en fin de boucle, le choix de base, devant vous, pour nous, inéluctable, mais pénible, et douloureux, c'est choisir entre rechercher des statuts, des fonctions, ou rechercher du sens dans la pratique personnelle et collective que nous trouvons en cours de route. Merci beaucoup.